Bonjour à tous et bienvenue à la Web Actu consacrée à la réforme phare de 2019 en droit des sociétés. Nous allons débuter cette Web Actu. Pour des raisons de confort, pour l'ensemble des participants, nous avons désactivé les micros. La Web Actu durera 20 minutes et à la fin de l'intervention, nous consacrerons quelques minutes à répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions par le biais du module Q&R à droite de votre menu. Dès à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir le mode plein écran. Une dernière information, avant de commencer, vous pouvez télécharger le support de présentation lors de votre déconnexion à cette Web Actu. Sans plus attendre, je passe la parole à notre expert. Bonjour, Andy Casanci, expert au département vie des affaires. Je vous présente aujourd'hui la webconférence sur la loi Pacte et la loi de simplification. La première partie concernant la loi Pacte sera consacrée à la nouvelle situation des commissaires aux comptes et aux dispositions diverses en droit des sociétés. La loi Pacte introduit de nouveaux seuils de nomination des CAC qui auront un impact sur leur activité. Le législateur, dans sa volonté de faciliter la vie des entreprises, a aussi entrepris un certain nombre de modifications en droit des sociétés. Durant cette première partie, nous traiterons des points suivants. L'harmonisation des seuils de nomination des commissaires aux comptes avec les seuils européens, les nouvelles règles de contrôle avec l'introduction de la notion de petit groupe, l'impact de la loi sur les missions du CAC et enfin les autres dispositions en droit des sociétés. En seconde partie, nous nous attarderons sur la loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, dite loi de simplification. Cette loi a pour volonté de venir corriger les erreurs ou incohérences de l'inflation législative des dernières années, qui posaient des difficultés d'interprétation. La loi de simplification apporte des innovations dans la gestion des sociétés commerciales et des sociétés civiles, notamment pour supprimer les vacances de direction dans les entreprises ou encore au niveau des prises de décision. Sur cette seconde partie, nous traiterons les points suivants. La nouvelle procédure de vacances des dirigeants, l'élargissement des pouvoirs de direction et les dispositions diverses en droit des sociétés. La loi Pacte, elle est venue apporter un nouveau positionnement du commissaire aux comptes dans les entreprises. Donc, l'ensemble des sociétés doivent aujourd'hui se poser la question de savoir si oui ou non elles doivent nommer un commissaire aux comptes. Quels sont les changements? Avant, les SA, les SCA avaient l'obligation de nommer un commissaire aux comptes dès leur création. Dans les SAS, il fallait vérifier si on était dans une situation de contrôle ou qu'on respectait des seuils. Les autres sociétés devaient tout simplement respecter des seuils spécifiques. Aujourd'hui, nous avons une uniformisation des règles de nomination des commissaires aux comptes pour toutes les formes de sociétés. Plus de notion de contrôle dans les SAS, avec une mise en place d'une obligation générale de nomination d'un commissaire aux comptes. Avec cette obligation générale, quels sont les seuils harmonisés devant être appliqués? Les seuils classiques sont tout simplement un bilan de 4 millions, un chiffre d'affaires de 8 millions et 50 salariés. Les seuils sont applicables depuis le 31 décembre 2018. Cette obligation ne s'applique toutefois pas lorsque la société qui contrôle est elle-même contrôlée par une société qui désigne un CAC. Le même CAC pourra être désigné pour la société contrôlante et la société contrôlée. Suite à la première nomination, la société n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes si elle ne dépasse pas les seuils pendant les 2 exercices précédant l'expiration du mandat du CAC. Et les seuils seront déterminés en additionnant les seuils des entités comprises dans l'ensemble que la société forme avec la société qu'elle contrôle, c'est-à-dire au niveau du groupe. La durée du mandat pourra être limitée à 3 exercices. Les seuils ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte pour cette nomination de commissaire aux comptes. La loi Pacte introduit aussi des nouvelles situations de contrôle. Dans notre cas, A contrôle B. Lorsqu'elle contrôle B, nous allons vérifier si elle dépasse les seuils classiques qui sont de 4 millions, 8 millions et de 50 salariés.
A et B forment un groupe dépassant ces seuils. Par conséquent, A devra nommer un commissaire aux comptes. Il y a aussi la société contrôlante qui est elle-même contrôlée. Dans ce cas, Z contrôle A, qui elle-même contrôle B. Nous allons vérifier si l'ensemble formé par Z, A et B dépasse les seuils classiques précédemment cités. Dans ce cas, Z devra nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, se pose la question de la situation de la filiale significative. Mais qu'est-ce que cela représente? La filiale significative est la société qui dépasse deux des trois seuils minorés suivants. Un bilan de 2 millions, un chiffre d'affaires de 4 millions et 25 salariés. Les seuils sont applicables depuis le 31 décembre 2018. Cette notion de filiale significative aura aussi des répercussions sur la nomination du commissaire aux comptes, lorsque l'ensemble du groupe ne dépasse pas les seuils. Dans cette hypothèse, A contrôle B, A et B ne dépassent pas les seuils classiques, mais B dépasse les seuils significatifs. Par conséquent, B devra nommer un commissaire aux comptes. Cette notion de filiale significative aura aussi un impact si le groupe dépasse les seuils classiques. Se posera la question de la double nomination. A contrôle B, l'ensemble de A et B dépasse les seuils classiques, par conséquent A devra nommer un CAC, B dépasse les seuils minorés, B devra nommer un CAC. Le même CAC pourra être désigné pour la société contrôlante et la société contrôlée. Il n'y a pas que le respect des seuils ou des règles de contrôle impactant la situation du CAC. Le législateur laisse d'autres possibilités de nomination. Donc, la nomination peut aussi se faire en justice lorsque la société est en dessous des seuils, sur demande des associés représentant 1/10 du capital social. La nomination en justice est toujours possible dans les autres formes de société, notamment dans les SARL et les SCA, lorsque les associés représentent 1/4 du capital social. La nomination pourra toujours se faire de manière volontaire, c'est une des exceptions classiques, mais avec la loi de simplification, cette fois, la nomination en AG peut se faire sur demande motivée d'un ou plusieurs associés représentant au moins 1/3 du capital. De ce changement qui apparaît majeur pour la situation du CAC, la loi Pacte introduit aussi des changements au niveau des missions du commissaire aux comptes, notamment avec l'audit légal des petites entreprises, dite ALP, qui réduit le champ d'action de la certification avec une simplification des rapports. L'ALP pourra être appliquée par la majorité des sociétés, sauf si la société consolide ses comptes. Par conséquent, le CAC rédigera un rapport sur les comptes annuels, un rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion. Ce dernier rapport devra viser l'ensemble du groupe. Cette simplification va soulager les dirigeants au moment de la GO d'approbation des comptes. La mission ALP réduit le champ d'action des commissaires aux comptes et aura aussi un impact sur les autres rapports, car la loi procède à la suppression de certains des rapports, notamment le rapport sur les conventions réglementées, le rapport relatif à la prestation sur les causes et conditions de la réduction du capital dans les SARL, le rapport attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et enfin le rapport sur la suppression du DPS. Cette suppression des rapports écarte un peu la position centrale du commissaire aux comptes. Mais quelles seront les conséquences sur les rapports devant normalement être réalisés par ce dernier, alors qu'il n'y en a pas? Deux cas de figure apparaissent. Le cas de figure où le président du CA rédige lui-même directement le rapport, notamment sur le rapport sur les conventions réglementées, ou le rapport pour régulariser une convention réglementée. Dans certains cas, un CAC sera spécialement désigné pour la rédaction du rapport, notamment pour le prix d'émission des actions lors d'une augmentation de capital, l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'attribution d'actions gratuites, ou encore le rachat par la société de ses propres actions. Nous constatons tout simplement que ce transfert de compétences du CAC vers le président va créer une rapidité au niveau des prises de décision.
mais aussi de la lenteur en raison de cette nomination ponctuelle du commissaire aux comptes. Le législateur a souhaité sécuriser certaines situations dans l'entreprise. Nous avons vu le changement de seuil et d'activité du commissaire aux comptes. Est-ce que cela crée des changements au niveau de la durée du mandat? La loi apporte aussi des modifications à ce niveau-là. Déjà, pour les mandats en cours, qui doivent continuer à être exécutés jusqu'à leur terme, les 6 exercices classiques, notamment pour les sociétés consolidants, et 3 exercices dans le cadre de la mission HALT. Nous venons d'aborder les incidents sur la situation du commissaire aux comptes au niveau de sa mission et de ses nominations. Mais il ne faut pas réduire la loi PACTE qu'à la situation du commissaire aux comptes. Elle introduit diverses modifications en droit des sociétés. Nous aborderons maintenant les nouvelles dispositions sur les conventions réglementées et les autres dispositions en droit des sociétés. Les conventions réglementées dans les SA. La loi apporte des modifications sur la validation des conventions. Les personnes intéressées par une convention devront la porter à la connaissance du conseil d'administration pour lancer la procédure d'autorisation. Par conséquent, si l'administrateur est une personne intéressée, il sera exclu du vote et des délibérations du CA, exclu du vote en AG, avec la prise en compte de ses actions pour le quorum en AG. Lorsque vous êtes une SA sans commissaire aux comptes, l'organe délibérant devra mettre en place un processus de vérification des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ce nouveau process corrige les défauts constatés dans la pratique. Se pose maintenant la question de savoir quelles seront les conventions impactées par cette notion, surtout avec les nouvelles règles de contrôle. Donc sont concernées les conventions conclues directement ou indirectement par un mandataire social ou un actionnaire ayant plus de 10% des droits de vote, que ce soit une personne physique ou morale, peu importe. Avant, on prenait en compte seulement le lien capitalistique. Aujourd'hui, seul le lien de contrôle sera pris en compte, qui est prévu à l'article L233-3 du Code de commerce. Le législateur a procédé à d'autres modifications, notamment sur le compte courant d'associés, avec la suppression de la règle de détention des 5% du capital social. Autre nouveauté, les moyennes entreprises, qui seront des entités qui bénéficieront des mêmes avantages que les petites entreprises. À présent, nous allons passer au second thème de cette webconférence, la loi de simplification. Nous traiterons de l'ensemble des apports de la loi en droit des sociétés et sur le fonds de commerce. Le premier thème concernera les sociétés anonymes, qui sont fortement impactées par cette loi, avec des dispositions touchant la direction de l'entreprise, notamment sur la vacance des dirigeants. La loi de simplification instaure une démission d'office de tout mandataire social placé sous tutelle. Et afin d'éviter un vide juridique, il n'y aura plus de nullité des décisions ou des délibérations auxquelles a pris part un dirigeant irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire. Il n'y a pas que les dirigeants qui sont impactés. La loi de simplification apporte aussi des modifications au niveau du conseil d'administration ou de surveillance, avec l'objectif de faciliter la prise de décision en permettant une consultation écrite des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, notamment sur la nomination d'un administrateur en cas de vacance par décès ou par démission, dans le cadre de l'autorisation de cautionnement d'aval et de garantie, dans le cadre de la mise en conformité des statuts, pour la convocation d'une AG et enfin pour le transfert du siège social. Il y a aussi des apports au niveau des décisions collectives, avec la suppression du droit d'opposition des actionnaires minoritaires à la dématérialisation des AG ordinaires dans les SA non cotés. Donc, avec la possibilité de prévoir statutairement que les AGO pourront se tenir qu'en visioconférence. Cette suppression ne concerne pas les AG extraordinaires. Il y a aussi
la nouvelle méthodologie de calcul des voix, qui permet de simplifier les modalités de calcul en AG. La majorité exigée pour l'adoption des décisions sera désormais déterminée en fonction des seules voix exprimées. Donc, l'abstention et le vote blanc seront exclus du décompte. Il n'y aura plus de nullité des délibérations prises lors d'une AG en cas de non-présentation du rapport du CAC, ou encore la nullité sera facultative pour les délibérations nées de questions non inscrites à l'ordre du jour. Après le constat de l'inefficacité de la mesure, la loi vient supprimer l'obligation triennale sur l'augmentation de capital réservée aux salariés. Enfin, l'AG ayant autorisé initialement le rachat d'actions peut autoriser d'emblée le CA ou le directoire à utiliser ces actions à une finalité autre que celle initialement prévue. Parlons un peu de la SAS. Elle a aussi été impactée par cette loi, notamment sur la suppression du recours au CAC pour l'évaluation des avantages particuliers, idem sur la suppression du recours au CAC pour les apports en industrie. Il y aura un remplacement de l'unanimité par une autre majorité pour l'adoption ou la modification de la clause d'exclusion d'un associé, et comme dans les SA, la suppression de l'obligation d'une AG triennale sur l'augmentation de capital réservée aux salariés. Et enfin, dans le cadre du rachat d'actions, les dirigeants peuvent changer les finalités sans décision d'AG. La loi de simplification a aussi apporté des modifications au niveau de la SARL, notamment dans les cas de vacances des dirigeants. Le CAC ou tout associé peut convoquer une AG à la seule fin de procéder au remplacement du dirigeant. À défaut, chacun pourra demander au président du tribunal de nommer un mandataire chargé de convoquer cet AG. Par conséquent, cela apparaît tout simplement un élargissement de la procédure antérieure prévue par le Code de commerce en cas de décès du gérant. L'autre mesure concerne la sanction des nullités des décisions ordinaires ou extraordinaires, lorsqu'elles sont prises en violation des conditions de quorum et de majorité. La nullité pourra être demandée par tout intéressé. Les sociétés civiles ont aussi été visées par la loi de simplification, avec un régime simplifié de la fusion, régime similaire à celui prévu par le Code de commerce. Il n'y aura plus de consultation des associés en cas de détention de 90% des parts par l'absorbante. Toutefois, les associés détenant plus de 5% du capital peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire pour provoquer cette consultation. Enfin, la loi instaure la dématérialisation des formalités de publicité de cession de parts sociales. Enfin, nous allons aborder les autres dispositions de la loi de simplification, notamment sur la durée de vie de la société. Avant, la prorogation devait être effectuée avant le terme, sinon la société risquait la dissolution de plein droit à la survenance de ce terme. Aujourd'hui, tout associé peut demander au président du tribunal d'autoriser la consultation des associés dans les 3 mois pour régulariser la situation. Un mandataire de justice sera chargé de provoquer cette consultation. L'associé doit exercer ce droit dans un délai d'une année à compter du terme. Les décisions et actes pris entre le terme et la prorogation seront réputés avoir été accomplis par la société elle-même. Il y a aussi des modifications sur le démembrement des parts ou actions, avec la mise en place d'une nouvelle relation entre le nu propriétaire et l'usufruitier, avec un nouveau droit de partage. Le nu propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives en sa qualité d'associé. L'usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives, peu importe l'ordre du jour de l'AG. Les statuts ne peuvent y déroger puisque cette disposition est impérative. Au niveau du droit de vote, il appartient au nu propriétaire, sauf lors des décisions d'affectation des bénéfices. Les règles de droit de vote sont organisées par le contrat entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Et dans les SA et les SCA,
le droit de vote à l'usufruitier dans les AGO et aux nus propriétaires en AGE. Enfin, un impact majeur mais qui est passé inaperçu, le nouveau régime de la cession de fonds de commerce, notamment au niveau de l'acte de cession, avec la suppression des mentions légales obligatoires. Vu qu'il n'y a plus de mention obligatoire, il n'y a plus de nullité de la cession. Mais on maintient le droit à l'information qui est prévu à l'article L141-2 du Code de commerce. Au niveau de la location-gérance, il y a la suppression de l'exploitation de 2 ans avant toute mise en location-gérance. Et on maintient toujours la solidarité financière entre les parties. Nous sommes arrivés à la fin de cette webconférence. J'espère vous avoir éclairé sur les problématiques découlant de ces lois. Néanmoins, il paraît évident que cela devra nécessiter un certain nombre d'ajustements au sein des entreprises. Nous restons à votre disposition pour l'ensemble de vos questions par rapport à votre cas de figure. Merci beaucoup Hamdi pour cette intervention. Donc nous allons consacrer les prochaines minutes à répondre aux questions de nos participants. Il y a plusieurs types de questions. On va essayer de les regrouper par thématique. On a des questions relatives au commissariat aux comptes, notamment sur la nouvelle mission ALP, l'audit légal simplifié. Est-ce qu'on peut l'imposer alors qu'on a un mandat de commissaire aux comptes en cours? Pour les mandats en cours, nous avons vu que la durée initiale est maintenue jusqu'à la fin du mandat du CAC. Le législateur, en fait, nous laisse la possibilité, en tout cas laisse la possibilité aux entreprises, notamment si elles respectent les seuils définis par la loi, de proposer la mission ALP. Mais le commissaire aux comptes reste libre de la refuser. C'est la seule innovation à ce niveau-là. Merci. Nous avons d'autres questions sur les garanties données par INESA au profit de ses filiales. Y a-t-il des modifications concernant les conditions d'octroi? Le conseil d'administration est toujours compétent, cela ne change pas. Et la nouveauté, on peut le dire, elle peut permettre, en tout cas autoriser le DG, à garantir au nom de la société sa filiale. La loi de simplification prévoit que l'autorisation sera globale, annuelle et sans limite de montant. Au moins une fois par an, en fait, la seule obligation pour le DG, c'est de rendre compte au conseil d'administration. Rien d'autre. Merci. On va prendre une autre question concernant le rachat par la société de ses propres actions. Est-ce qu'il y a des changements qui ont été opérés par les différentes lois en 2019? L'innovation viendra surtout de la loi Pacte, notamment avec les SA qui ne nomment plus obligatoirement un commissaire aux comptes. Dès lors, la société qui n'est pas dotée de CAC devra en nommer un spécifiquement pour cette augmentation ou pour ce rachat, pour qu'il émette le rapport en question, notamment le rapport sur le rachat d'actions par la société. Très bien, merci. On a des questions sur les comptes courants, on n'en a pas beaucoup parlé. Une question, quels sont les changements majeurs pour un président de SAS concernant les comptes courants? On reste dans le cadre de la loi Pacte, toujours, j'ai l'impression. Donc, la loi Pacte a bien supprimé l'obligation de détention de 5% pour les associés. Les mandataires sociaux préalablement, notamment dans les SA, avaient déjà la possibilité de faire des avances en compte courant. La loi Pacte est tout simplement venue élargir le champ au président, au DG et au DGD de la SAS, qui pourront désormais consentir cette avance en compte courant. Merci. On a des questions concernant les sociétés civiles sur l'opposabilité des cessions de parts. Est-ce que les nouvelles règles ont rendu les choses plus faciles, plus claires? Nous avons abordé la question de la cession de parts au niveau de la dématérialisation de la cession, notamment l'inscription au RCS.
La cession de parts d'une société civile est rendue opposable après accomplissement des formalités qui sont prévues par le Code civil. De mémoire, il y aura une signification de l'acte de cession à la société, puis un transfert de l'acte au registre de commerce. Et la loi de simplification, comme je vous le disais préalablement, a permis ce dépôt au RCS, mais par voie électronique. Ce sera une option pour les parties. Merci. On a un participant qui souhaiterait qu'on rentre dans des détails sur le nouveau calcul de la majorité lors de l'adoption de décisions collectives en assemblée dans une société anonyme. Dans les SA, en fait, la loi de simplification apporte juste un nouveau mode de calcul sur la majorité. Il consiste à prendre en compte uniquement les voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, sans prendre en compte les abstentions, les votes blancs ou les nuls. La loi autorise aussi les actionnaires à voter par correspondance. Ces votes seront inclus dans le calcul de la majorité, uniquement s'ils donnent lieu sens dans le cadre du vote. Il n'y a pas d'autre précision à ce terme sens dans la loi de simplification. Merci. On a une question relative aux augmentations de capital par compensation de créances. Faut-il toujours nommer un commissaire aux comptes pour qu'il atteste la libération des actions? On va partir du postulat qu'on est dans une SAS ou une SA, hein, c'est le cas le plus courant. Donc, dans l'hypothèse de cette augmentation, dans la SAS ou la SA non dotée d'un commissaire aux comptes, avec la loi Pacte, on pourra tout simplement désormais désigner un commissaire aux comptes à la seule fait de cette constatation au niveau de la libération d'actions par compensation. Mais la règle va perdurer au niveau de cette compensation, c'est-à-dire que la créance devra être mise et exigible au moment de l'augmentation de capital. Merci. On a une question d'un de nos participants sur les actions de préférence. Est-ce qu'il y a un délai d'incompatibilité du commissaire aux comptes? Nous sommes dans le cadre de la nomination ponctuelle, j'ai l'impression. L'entreprise, en fait, sera limitée dans le choix de ce dernier, notamment au niveau du CAC. Au retour qu'on a du CNCC, il ne doit pas avoir réalisé une mission au sein de la société émettrice depuis 3 ans, depuis l'entrée en vigueur de la loi de simplification. On devra prendre en compte le calcul à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et reculer jusqu'à 3 ans. On a un participant qui souhaiterait il y a plusieurs règles. Dans quel cas les actionnaires minoritaires peuvent demander la désignation d'un commissaire aux comptes lorsqu'on ne dépasse pas les seuils? Il y a plusieurs seuils qui ont été indiqués. En fait, les actionnaires minoritaires, comme on l'a vu préalablement, ils doivent représenter au moins 1/3 du capital social pour le demander en AG. Et ils devront motiver leur demande. Dans ce cas de figure, la durée d'exercice du CAC sera réduite dans le cadre de la mission ALP à 3 exercices, mais les minoritaires ont toujours la possibilité, s'ils représentent au moins 1/4 du capital, de faire une demande en justice. On a des questions relatives aux conventions réglementées, aux rapports. On a une question sur est-ce que les actions des personnes intéressées aux conventions réglementées sont toujours prises en compte dans le calcul du quorum, dans le cadre de la décision d'approbation de la convention? On va faire un peu le caractère historique en fait de cette situation. Avant l'adoption de la loi Pacte, en fait, la personne concernée par la convention et membre de l'AG ne pouvait pas prendre part au vote. Ces actions n'étaient pas prises en compte automatiquement, ni dans le calcul du quorum, ni celui de la majorité. Aujourd'hui, on remet cette situation en place, mais il ne pourra toujours pas participer à l'AG, mais ces actions seront prises en compte dans le cadre du calcul du quorum et de la majorité. D'accord, très bien. On va prendre une dernière question qui est relative à la suppression des rapports qui ont été évoqués. Est-ce que cette suppression des rapports s'applique aussi aux groupes en compte consolidé? Les sociétés
qui consolident leur compte passent entre les mailles du filet. En fait, eux, la situation ne change pas. Ils ont l'obligation de nommer un CAC quoi qu'il arrive, donc par conséquent, les rapports perdurent pour eux. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas eu d'impact en fait au niveau de ce type d'entreprise. Parfait, le délai imparti à cette WebActu est terminé. Merci Hamdi. Je demande à nos participants quelques instants d'attention. Je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez télécharger le support de cette présentation lors de votre déconnexion. Vous pouvez également retrouver sur votre espace client de nombreuses réponses à vos questions en utilisant SVP Echo. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à appeler les experts de SVP. Si vous n'êtes pas client, posez vos questions sur svp.com. Je vous remercie pour votre participation. Merci à tous. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.